Le temps d'un concert et le son de l'histoire s'est fait de nouveau entendre. Un son produit par 30 violons, des violons vieux de plus de 70 ans. Ils appartenaient à des juifs exterminés durant la Shoah. Eux ont survécu à l'horreur. Le musée du mémorial de Yad Vashem leur a offert une seconde vie lors d'un grand spectacle organisé à Jérusalem. C'était en juin dernier. Ensemble, souvenons-nous de cette partie sombre de l'histoire du peuple juif, un sujet de Sandy Fortis. Ce concert de musique classique est loin d'être un concert ordinaire. Les violons entre les mains de ces musiciens viennent de loin. Quand j'ai pris en main ce violon d'Auschwitz, son odeur était différente. Il avait l'air différent. Mes mains tremblaient. Chacun de ces violons a une histoire. Ils ont été cachés dans la cave d'un ghetto, abandonnés par la fenêtre d'un train ou utilisés à l'entrée du camp d'Auschwitz. Un juif possédait ce violon. Il vient de Transnistrie où les juifs de Roumanie furent déportés. Le violoniste jouait en privé, il a sauvé sa famille de 18 personnes et mangé les restes de nourriture qu'il parvenait à trouver. S'ils ont une deuxième vie, c'est grâce à cet homme, Amnon Weinstein. Cet Israélien de 76 ans les restaure depuis plus de 20 ans dans son petit atelier de Tel Aviv. Ma mission, c'est de mettre la main sur tout violon rescapé de la Shoah, de l'acquérir, de le réparer et d'en faire un violon capable d'être joué pour un concert. Je veux que ces violons soient joués, qu'ils fassent entendre ce qu'ils ont à dire. Issu d'une famille juive de Lituanie, Amnon Weinstein possède aujourd'hui 60 pièces, des violons et des violoncelles. Son travail consiste non seulement à restaurer les instruments, mais aussi à effectuer des recherches pour découvrir leur histoire, une histoire qui est parfois même gravée sur l'instrument lui-même. Pour le luthier, cette seconde vie redonnée au violon est un symbole. Si je dois décrire cette expérience en un mot, je dirais victoire. Nous sommes ici, les nazis ne sont pas là. Ces violons relatent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et racontent ce qui s'est passé là-bas. Alors on vient de le voir, les violons peuvent représenter bien plus qu'un instrument de musique et c'est justement le cas de l'imzad, un violon à une corde uniquement joué par les femmes touareg, Samuel Calvo. Oui, d'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. C'est un instrument qui accompagne traditionnellement des chansons poétiques à la gloire des héros passés ou qui a été également utilisé à l'occasion de réunions galantes en Algérie. Mais dans les années 2000, il restait seulement 2 femmes algériennes capables d'en jouer. L'association Sauver l'Imzad a donc été créée pour faire revivre cet art qui est aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les jeunes s'intéressent seulement à la télévision et au téléphone aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je vivais dans le désert et on prenait le temps de jouer et de profiter de l'instrument. Pour nous, en tant que Touareg, l'imzad est le meilleur instrument. C'est une expression de l'histoire, de la violence, de la paix. Ça exprime notre culture. L'association Sauver l'Imzad a également créé 3 écoles qui auront permis de populariser à nouveau la pratique de l'Imzad. Elles sont désormais des dizaines à de nouveau caresser cet instrument. Il y a même une maison qui lui est consacrée. Elle a vu le jour à Taman Rasset et on peut y trouver un studio d'enregistrement, une salle de danse et une scène pour les concerts et même un atelier de fabrication qu'on voit sur ces images. Il faut 7 jours pour confectionner un instrument, un travail laborieux qui nécessite une sérieuse implication. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une femme appelée Sept, qui faisait des imzad avant moi. J'ai regardé ce qu'elle faisait avec beaucoup d'attention avant de commencer à en fabriquer moi-même. Et à l'ombre de la crise, le Brésil se replie sur ses racines en dépit de leur amour pour la samba et la bossa nova. Les Brésiliens redécouvrent les joies du sertanejo, une musique country originaire des campagnes les plus reculées. Son rythme lent et entraînant cristallise la douleur quotidienne des Brésiliens. Plus de détails avec Andrea Benisti. Des couleurs solaires éclairant la scène, des chapeaux de cow-boy, des chemises à carreaux et des chanteurs guitare à la main. Les danseurs animent déjà la piste au rythme de la musique sertanejo, le coup de cœur musical du moment au Brésil. Née dans les années 1920, cette musique provenant du centre et du sud du Brésil a pendant longtemps été associée aux fazendeiros, les fermiers brésiliens.
Une musique romantique remise au goût du jour par les nouvelles générations qui se réapproprient ce genre musical. De l'accordéon à la guitare électrique, les instruments font mouche auprès du public. Le sertanejo a une très grande influence sur la vie contemporaine des Brésiliens, dans la manière dont les gens passent leur temps libre, comment ils construisent leur identité et dans la manière dont ils se lient entre eux émotionnellement. Les gens pleurent lors d'une rupture en écoutant de la musique sertanejo et fêtent leur amour en écoutant du sertanejo. Le sertanejo séduit aussi par l'aspect de ses artistes. En jean et chemise décontractée, les chanteurs et musiciens se débarrassent de leur accoutrement de campagne. Résultat, les Brésiliens sont conquis. Beaucoup s'identifient à cette musique qui a pris racine au plus profond des terres brésiliennes. C'est lié à l'histoire personnelle de chaque Brésilien, surtout les Brésiliens qui viennent de la campagne, qui connaissent les terres retirées, les zones rurales, l'agriculture et l'élevage. Les stars de discothèques et de telenovelas font partie de ceux qui tirent le plus profit de cette musique à succès. Sur 100 chansons, 75 d'entre elles étaient du sertanejo, un plébiscite issu du goût populaire, révélateur d'une population meurtrie par la crise économique, entrée en quête de réconfort et d'authenticité musicale. Et quand la musique paie le prix de la guerre, c'est le cas dans l'ex-Yougoslavie, dans l'actuelle Serbie, un groupe de rock local a été contraint de se séparer en raison du conflit des Balkans qui a éclaté dans les années 90. Racontez-nous, Jonathan. Oui, Valérie, d'autant qu'il s'agissait d'un des groupes de rock local qui a traversé sans encombre les divers soubresauts de l'histoire assez tourmentée de l'ex-Yougoslavie. Tout commence pour eux dans les années 70. La Yougoslavie est alors dirigée d'une main de fer par le président communiste Josip Tito. La rigueur du pouvoir central n'empêche pas le groupe de chanter son désir de voir le pays se libérer du joug communiste. Un message fédérateur puisque le groupe Défense d'entrée, c'est son nom, connaît le succès dès son premier album. Un succès tellement énorme, Valérie, que le groupe organise des concerts qui réunissent entre 70 et 100 000 personnes dans les rues de Belgrade ou de Sarajevo. Une influence encore jamais vue à l'époque. L'engouement autour du groupe permet de faire connaître la scène du rock yougoslave même à travers le monde, au-delà des frontières de l'ex-Yougoslavie. D'après le bassiste de ce groupe, entre 200 à 250 concerts pouvaient être organisés par an, un rythme effréné confirmé par le chanteur de ce groupe. On l'écoute. La Yougoslavie est un grand marché, on savait exactement quand et où on pouvait organiser des concerts et quand on partait en tournée, c'était pour un bon moment. Aujourd'hui, le marché est bien moins important, mais heureusement, pour un groupe comme le nôtre, ce n'est pas un gros problème. Malheureusement, à Jonathan, la machine à succès s'est arrêtée aux premières heures du conflit. Oui, les millions de disques vendus et les tournées florissantes n'ont pas survécu à ce conflit terrible. Le groupe s'est alors scindé en deux. Une partie s'est réfugiée à Zagreb, la capitale de l'actuelle Croatie, et l'autre est restée à Belgrade. Les images que l'on voit à l'écran maintenant ont été tournées lors d'un concert organisé par la partie serbe du groupe. Une scission qui, selon les membres de ce groupe, n'avait rien à voir avec l'idéologie, le nationalisme ou la religion, mais il s'agissait juste d'une question d'organisation. Leur objectif était alors de montrer à travers leur musique une image plus libre et plus attrayante que la froideur diffusée par le régime de Milosevic et du bloc de l'Est. Malgré cet élan de liberté entendu à travers leur musique, pour eux, la dislocation du pays était absolument inévitable. On écoute le bassiste du groupe. Je ne crois pas qu'on aurait pu empêcher le pays d'éclater. C'était du domaine de la haute politique et nous ne sommes que des musiciens, des rockers. Notre chanteur, Bora, a écrit des paroles engagées politiquement, mais malheureusement, je pense que la musique et la culture n'ont pas beaucoup d'influence sur la politique. Et quand la musique fait son entrée dans la prestigieuse maison des Nobel, un billet obtenu grâce au talent d'un géant, Bob Dylan, il est le premier musicien à recevoir le fameux prix Nobel de littérature, une récompense en forme de consécration pour celui qui a su mettre des mots aux tourments de la société américaine. Andrea Benisti. Une annonce accueillie par les hurrahs de l'assistance. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2016 est attribué à Bob Dylan pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Bob Dylan, sacré prix Nobel de littérature, autrement dit l'icône américaine aux lunettes noires,
récompensé pour sa voix rauque et son folk rock. L'Académie a voulu reconnaître officiellement, salle de la Bourse, le talent d'écriture de l'artiste. Absolument, parce que c'est un artiste et les gens ne le voient pas forcément comme un poète, mais en fait, il en est un. C'est un grand poète, un des meilleurs depuis Blake et Milton. Un poète qui exprime son art en chanson à la façon des anciens Grecs qui ont marqué l'histoire de la littérature par l'usage d'instruments, une créativité devenue à plusieurs reprises une hymne de protestation dans la guerre du Vietnam dans les années 60, avec A Hard Rain's Gonna Fall. Et si Bob Dylan touche vraiment, c'est parce qu'il chante des vers qui pourraient aussi se lire. Vous pouvez lire Bob Dylan et vous réalisez qu'il est extrêmement doué pour la rime, pour associer des refrains et doué pour l'expression poétique. Bob Dylan, un nom récurrent dans les spéculations des académiciens. Cette fois-ci, la décision est prononcée à l'unanimité, même si le délibéré ne sera rendu public que dans une 50aine d'années.